Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre en direct ou en différé, à un horaire en tout cas qui n'est pas absolument habituel pour nos petits déjeuners, nos conférences débats, nos cafés sapiens. Ce soir, nous allons parler d'un sujet essentiel. On parle souvent des enjeux, et à raison bien sûr, des enjeux climatiques. Peut-être qu'ils cachent un petit peu parfois les enjeux liés à la biodiversité qui sont au moins aussi importants. Ça sera le sujet de ce soir, de quelle façon la connaissance scientifique, de quelle façon les technologies peuvent aborder aujourd'hui ce problème du lien entre la biodiversité et l'agriculture. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir, l'honneur de recevoir André Fougeroux. André Fougeroux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de l'agriculture, de l'Académie d'agriculture de France. Vous êtes spécialiste de la protection des cultures et des insectes. D'ailleurs, dans le civil, maintenant, vous êtes aussi apiculteur. Donc, vous êtes un praticien. Vous avez publié en octobre 2021 Insecticides, insectifuges, enjeux du 21e siècle aux presses des mines. Et pour vous interroger, non seulement votre serviteur, mais il y a aussi Laurent Papy, qu'on ne présente plus, mais qui est le directeur de l'Observatoire agriculture de l'Institut Sapiens, que j'ai le plaisir de recevoir. Et sans plus tarder, puisque nous avons juste une heure, n'est-ce pas, Laurent, peut-être une première question, une première intervention. Oui, avec plaisir. Merci Olivier. Donc, André Fougeroux, vous êtes un spécialiste des insectes, de l'entomologie, c'est la science qui étudie les insectes. Donc, on va essayer de concentrer la question de la biodiversité autour, en particulier des différentes espèces d'insectes et de leur rôle vis-à-vis de l'agriculture en particulier. Donc, peut-être pour commencer, une question assez naïve. Est-ce que tous les insectes sont les ennemis des agriculteurs? Alors, la réponse est simple, c'est non. En fait, le monde des insectes, c'est un monde extrêmement divers, extrêmement varié. C'est à peu près la moitié des espèces connues sur Terre sont des insectes. Donc, ça représente en termes de biodiversité une masse tout à fait considérable. On a coutume de dire que, par exemple, les fourmis, le poids des fourmis sur Terre, c'est le poids des hommes. Voilà, enfin, vous voyez, donc c'est vraiment des échelles tout à fait fantastiques. Et dans ce monde, il y a une diversité extrêmement importante qui fait que certains insectes sont utiles aux agriculteurs et d'autres sont nuisibles. Voilà. Donc, on ne peut pas dire oui, les insectes sont nuisibles ou non, les insectes ne sont pas nuisibles. Ça dépend de quels insectes on parle, quoi. Donc, nous, on a tendance à distinguer d'un côté les ravageurs qui vont faire des dégâts aux cultures qui vont être nuisibles, ou qui vont, des fois, on assimile aussi un certain nombre d'insectes que les gens côtoient et qui sont incommodants, on va dire. Hein. On a beaucoup parlé de guêpes cette année, donc vous voyez, il y a des insectes qui ont gêné les gens. Et puis, vous avez des insectes qui jouent un rôle tout à fait favorable au développement des cultures et qui ont un rôle dans l'espace agricole, un rôle bénéfique. Et pour continuer un peu sur les questions naïves, est-ce que le fait que des insectes s'attaquent aux cultures, ne serait-ce pas la conséquence des excès de l'agriculture moderne, le fait que les agriculteurs ne travaillent pas en harmonie avec la nature? Oui, alors ça c'est une vieille histoire. Plutôt oui et non. C'est-à-dire que là encore, il faut faire la part des choses. Les problèmes d'insectes en agriculture, ils datent de la nuit des temps, probablement du début de l'agriculture. Dans la Genèse, on vous parle des infestations de criquets. Voilà. Donc, vous voyez, c'était déjà les insectes ont été des fléaux pendant tout le développement de l'agriculture. Ils sont toujours, dans certains cas, des fléaux. Et puis, à côté de ça, vous avez des insectes qui se sont développés parce que certaines techniques culturelles se sont développées. Donc, des insectes qui étaient tout à fait anodins il y a 50 ans, qui ont pris de l'importance parce qu'on a développé certaines techniques qui les favorisent. Ça peut être notamment la fertilisation, a joué un grand rôle sur le développement de certains insectes par rapport à d'autres. Les monocultures peuvent favoriser certains insectes par rapport à d'autres qui ne sont pas intéressés par ces cultures. Donc vous voyez que la réponse, ce n'est pas si simple que ça. L'agriculture, dans certains cas, favorise certains ravageurs, mais le problème des ravageurs en agriculture, il existe depuis la nuit des temps. Est-ce qu'on ne peut pas dire que ces problèmes se sont démultipliés avec l'apparition des résistances, ou c'est quelque chose qui reste finalement une pression de ravageurs, si je puis dire, qui reste assez linéaire, où il y a eu des phénomènes récents qui s'expliquent par des erreurs qui ont été commises Alors, là aussi, ça a beaucoup fluctué dans le temps. Si vous prenez
certaines grandes épidémies de ravageurs. Si vous prenez le phylloxéra, par exemple, en France, ça a été une catastrophe pour la viticulture nationale. On est passé de 2 500 000 hectares de vignes à autour du million. Donc on a perdu énormément de surface de vignes à cause d'un petit puceron qui est arrivé à un moment donné. Et donc vous voyez que là on était bien avant l'ère de l'agriculture plus productive, plus intensive. On est au début du XXe siècle. On est même fin du 19e, oui, tout à fait. Et donc, vous voyez, ça a été une catastrophe pour les agriculteurs. Ça a été un bouleversement social et économique considérable dans notre pays. Donc, vous voyez, ces problèmes d'insectes, ils ont existé déjà depuis longtemps, et des fois de manière tout à fait catastrophique. Et puis maintenant, on a des problèmes d'insectes qui existent pour certaines cultures, on en parlera peut-être plus avant, qui sont liés à qui peuvent être liés à certaines pratiques culturelles, mais qui sont liés aussi à des invasions. Il faut savoir que les échanges internationaux ont considérablement accru les importations d'insectes venant d'autres continents. Alors pendant longtemps, ça a été l'Amérique du Nord. Maintenant, c'est beaucoup l'Asie du Sud-Est qui nous importe, parce que les échanges se font beaucoup avec l'Asie du Sud-Est. Il y a l'exemple connu du frelon asiatique, par exemple. Alors, il y a le frelon asiatique, il y a la coccinelle asiatique qui est arrivée. Il y a une petite mouche là qui s'appelle Drosophila suzuki, donc qui n'a rien à voir avec les motos, mais qui en fait s'attaque aux fruits rouges. Et les producteurs de cerises en France sont complètement démunis parce que cette petite mouche est en train de remettre en cause la rentabilité de leur production, et donc il y a beaucoup de producteurs qui arrêtent les cerises en France à cause de cette petite mouche. Donc vous voyez, les fléaux, ils existent depuis longtemps et ça continue. Pour prolonger la question de Laurent, et moi je pensais à vous écoutant évidemment à la terrible famine irlandaise des pommes de terre, du mildiou, hein, c'est ça, c'est le mildiou, qui a entraîné évidemment beaucoup d'émigration et puis surtout beaucoup de morts à l'époque. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a plus de ravages maintenant, avec en quelque sorte l'idée que plus on s'est développé, peut-être lié aux échanges comme vous venez de le dire, plus on a des problèmes, c'est-à-dire qu'en finalement on n'arrive pas à les régler, ou alors c'était encore plus endémique, on sait que les gens mouraient de faim beaucoup autrefois et qu'il y avait ce problème, comme vous l'avez dit aussi d'ailleurs depuis probablement le début de l'agriculture, c'est documenté. Est-ce qu'il y a une forme de progrès dans notre lutte ou dans le rapport de l'agriculture face au danger des insectes ? Alors oui, parce que les connaissances ont considérablement augmenté, heureusement. On a encore beaucoup de progrès à faire, mais il y a beaucoup de choses que l'on connaît maintenant sur la biologie des insectes, donc on sait mieux, si je peux dire, intervenir par rapport à des dégâts. On a plus d'outils finalement disponibles, aussi bien pour la lutte contre les insectes, on utilise des techniques physiques, on utilise de la prophylaxie, on utilise de la lutte biologique, on utilise des substances insecticides, et donc on a une palette d'outils qui est beaucoup plus conséquente que ce qu'avaient nos arrière-grands-parents. Donc voilà, donc on est c'est pas une fuite en avant. Non, on a plutôt tendance à mieux maîtriser les choses. On ne crée pas plus de problèmes qu'on en résout. Non, je pense qu'on en résout plus. Parce qu'il est-ce que en partie des insectes, on voit souvent des titres de journaux qui nous disent il y a un effondrement de la biodiversité chez les insectes. Est-ce que ça c'est quelque chose qui est trop exagéré, et est-ce que s'il y a ce phénomène, est-il lié à l'utilisation massive d'insecticides? Quel est votre point de vue là-dessus, vos connaissances? Alors c'est une très bonne question. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs interventions à ce sujet-là. L'effondrement de la biodiversité, elle est incontestable. Je veux dire, tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a une chute de la biodiversité générale. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, les insectes, on a des diminutions de population d'insectes qui sont conséquentes. En Europe, en tout cas. Je ne saurais pas trop vous parler des autres continents, parce que ce n'est pas du tout mon secteur. Par contre, en Europe, effectivement, on a des chutes de population d'insectes qui sont quand même ennuyeuses. Enfin, en tout cas, ça mériterait que la courbe de disparition des insectes soit inversée. Vous avez quelques chiffres et quelques dates pour dire quand est-ce que c'est apparu Sur les chiffres, alors les apparitions, ça date, c'est assez récent en fait, c'est peut-être dans les 50 dernières années. Par contre, sur les chiffres, je serais beaucoup plus prudent, parce qu'on a entendu parler de 75% des insectes qui ont disparu.
Bon, on s'aperçoit quand on regarde l'étude que d'abord c'est certains types d'insectes qui ont été mesurés. Ça a été fait d'une certaine manière qui fait que certaines années sont surexploitées par rapport à d'autres, et donc ça donne une impression d'effondrement de 75%. Bon, je ne pense pas qu'on soit à 75%. Après, il y a une autre étude qui dit qu'au niveau mondial, c'est plutôt autour de 9%. Bon, alors c'est sûrement entre les deux. Voilà, donc c'est pour ça que sur le chiffre, j'ose pas trop me prononcer, parce que d'abord, j'ai pas de données précises pour pouvoir les étayer. Mais il y a un effondrement, ça c'est sûr. Après, est-ce que c'est les insecticides? Est-ce que c'est l'agriculture qui est responsable de ça? Ça, c'est la grande question. Ou autre chose. Ou autre chose. Alors, moi j'aime bien citer, il y a une cause qui me tient à cœur, c'est la pollution lumineuse. La pollution lumineuse, quand vous regardez une carte, une photographie aérienne de la France, il y a 50 ans, une photographie aérienne de la France de nuit, aujourd'hui, on habite un sapin de Noël, quoi, hein. Enfin, c'est vraiment illuminé de partout. Et ça perturbe énormément d'insectes. Donc je pense que le côté pollution lumineuse est une des causes majeures de la dégradation des insectes. Est-ce que ce ne sont pas des phénomènes qui sont aujourd'hui très bien étudiés et on peut dire précisément que c'est lié à tel ou tel facteur? Alors, le poids des différents facteurs, on ne l'a pas vraiment. Très bien étudié, je dirais non, justement. La pollution lumineuse, on manque énormément de données. Or, moi j'habite un petit village dans la forêt de Fontainebleau, donc c'est vraiment loin des espaces agricoles, même des espaces urbains. Et je constate, on a une gare dans cette forêt de Fontainebleau, une petite gare, qui est illuminée toute la nuit. Et le matin, quand on vient prendre le train, vous avez au mois de mai, au mois de juin, vous avez des couches d'insectes sur les quais qui sont morts, quoi, qui sont épuisés autour des lampadaires. Donc la pollution lumineuse, moi je pense que c'est un facteur majeur de la chute des populations d'insectes. Et ça, on est tous responsables. Le deuxième facteur, c'est la dégradation de notre environnement en général. On parle souvent, on cite souvent le cas des voitures avec les pare-brises. En disant, bah oui, autrefois, quand je me promenais avec ma voiture, j'avais plein d'insectes sur mon pare-brise, maintenant j'en ai plus. Oui, j'ai tendance à dire... Est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que moi, c'est vrai que c'est l'impression que j'avais, quand j'étais petit, qu'il y avait toujours plein d'insectes, et maintenant j'ai l'impression qu'il n'y en a plus. Est-ce que c'est complètement à côté de la plaque ou c'est vrai? Alors, c'est probablement vrai. Ceci dit, le nombre de voitures je ne juge pas de votre âge, mais quand vous étiez petit, il y avait beaucoup moins de voitures déjà. On a 40 millions de voitures. Donc en France, si vous prenez 40 millions de voitures qui tuent 1000 insectes par jour, ce qui n'est pas un chiffre hallucinant, ça fait 40 milliards d'insectes par jour détruits par les voitures. Donc vous voyez, vous vous rendez compte Donc plus de voitures ferait plus de morts d'insectes, c'est ça? Donc, forcément. Donc contribuerait indirectement aussi à cette Exactement. Et puis alors ce qui a changé, c'est le paysage agricole français. C'est-à-dire qu'on a perdu pratiquement plus de 4 millions d'hectares de prairies. Or, les prairies permanentes sont des milieux très stables, dans lesquels un certain nombre d'insectes trouvaient leur développement, pouvaient faire leur cycle, etc., de manière relativement stable. Ces 4 millions d'hectares, c'est presque 10% de la surface du territoire métropolitain, donc c'est pas rien. Elles ont disparu, elles ont été remplacées par des cultures, et donc il y a tout un tas d'insectes qui se développaient dans ces prairies qui ont disparu. Donc voilà, c'est tous ces phénomènes-là, tous ces facteurs-là, qui font qu'on a effectivement cette réduction des populations d'insectes. Le retour des jachères, alors pardon, je te laisse, mais le retour des jachères récents, où on voit qu'il y a quand même beaucoup plus d'endroits qui sont laissés volontairement, est-ce que c'est du coup de nature à inverser un petit peu, à permettre le retour d'une forme de biodiversité? Oui, c'est le fait d'avoir des milieux stables, que ce soit des jachères, des prairies, etc., c'est toujours un facteur favorable. Ce qui nous manque en France aussi beaucoup, je serais tenté de dire que c'est pour toute l'Europe de l'Ouest d'ailleurs, c'est les fleurs. Beaucoup d'insectes sont floricoles, ont besoin de fleurs pour se développer. Pour ça, il faut des prés, c'est-à-dire des endroits un peu laissés. Et puis des fleurs. Et des fleurs. Quoi. Or, quand vous regardez le paysage français, les plaines françaises au printemps, une fois que le colza est passé, après, il n'y a plus de fleurs dans les espaces agricoles. On en retrouve un peu avec le tournesol maintenant, mais il y a toute une période où les insectes n'ont rien à se mettre sous la dent, si je peux dire. Et enfin tous les insectes floricoles en tout cas. Et donc tout ce qui est papillons, tout un tas de coléoptères, d'hyménoptères qui sont, j'utilise des mots un peu sophistiqués, mais notamment on parle beaucoup des pollinisateurs, tous les pollinisateurs ils ont besoin de fleurs. Si vous n'avez pas de fleurs dans l'environnement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'aurez pas de pollinisateurs.
Donc voilà, ça je pense que refleurir la France, c'est aussi un objectif. Il faut des jachères, mais il faut aussi des jachères fleuries. D'accord. Et sur la... alors, on vous confirmez donc, qu'il y a un impact de l'agriculture, probablement des insecticides, forcément, par leur nature, sur les populations d'insectes. Est-ce que sur l'utilisation des insecticides, parce que c'est votre spécialité, est-ce que l'utilisation actuelle des insecticides nous fait courir un risque sur la nature, mais aussi sur la santé des humains, qui serait sous-estimé du fait de procédures inadaptées, du fait des intérêts des grands groupes de l'agrochimie, du fait de manque de connaissances scientifiques? Et est-ce qu'on est en train de passer à côté de faire un mal qu'on n'est pas capable d'estimer aujourd'hui? Alors, les insecticides, comme leur nom l'indique, sont faits pour tuer des insectes. Donc ce ne sont jamais des produits anodins. Il faut déjà avoir ça en tête. C'est pour ça qu'en fait, l'utilisation des insecticides, elle est extrêmement surveillée. Elle fait l'objet de tout un tas de recommandations pour essayer d'éviter d'avoir au maximum des effets, ce qu'on appelle les effets non intentionnels. C'est-à-dire qu'on essaye de cibler au maximum l'insecte que l'on vise. Ceci dit, je vous ai dit, le monde des insectes, c'est un monde extrêmement divers. La difficulté dans les insecticides, et bon, j'ai travaillé un petit peu sur ce sujet-là, c'est ce qu'on appelle la sélectivité. C'est-à-dire que vous voulez avoir un produit qui va tuer le puceron que vous voulez supprimer, mais qui ne va pas tuer la coccinelle qui vient manger le puceron. Donc voilà, c'est ça le grand défi. Et je trouve qu'en l'espace d'une 50aine d'années, on a fait des progrès tout à fait considérables. Enfin, la chimie a fait des progrès très considérables. Avant, on avait quand même des grosses machines. Je veux dire, quand vous preniez des insecticides organochlorés et organophosphorés, c'est ce qu'on appelait des larges spectres. C'est-à-dire c'était des produits qui allaient agir sur des grandes quantités d'insectes, tout un tas de familles différentes. On peut parler du tristement célèbre DDT, par exemple. Alors, le DDT était un insecticide relativement large, il avait quand même un très gros avantage, c'est une très faible toxicité humaine. Ce qui fait qu'il a été utilisé beaucoup en médecine, pour lutter contre notamment la malaria. Il a une très faible toxicité humaine, par contre il avait une très forte toxicité sur l'insecte. Il avait surtout un très gros inconvénient, c'est d'être un polluant persistant de l'environnement. Bon, ça c'est vrai que lorsqu'il a été lancé, tout le monde était fasciné par les performances du DDT en termes d'insecticides, et on a un peu oublié, tout le monde a oublié à ce moment-là, les risques pour l'environnement. Donc voilà, on l'a découvert au fur et à mesure, ça c'est sûr. Mais on a, fort de cette expérience des DDT et des organochlorés d'une manière générale, des organophosphorés par la suite, à chaque fois on a ramené le spectre des insecticides de plus en plus pointu. Et on arrive à avoir des produits maintenant qui n'agissent que sur certaines catégories d'insectes. Donc je trouve que c'est un des très grands progrès de l'agropharmacie. C'est ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que vous racontez l'histoire des insecticides qui a beaucoup évolué. On est passé de quantités considérables de pesticides, en particulier d'insecticides, qui étaient peu efficaces, très toxiques, à progressivement des insecticides qui étaient plus efficaces, toujours toxiques, et on a réduit jusqu'à aujourd'hui les nouvelles générations d'insecticides. Maintenant, on voit encore dans les journaux des problèmes avec les insecticides qui sont sans cesse décriés ou qui sont sans cesse critiqués. Est-ce que ces critiques sont légitimes? Si je prends par exemple le cas médiatiquement célèbre des néonicotinoïdes, est-ce que ce sont on a des vraies raisons de s'inquiéter de l'impact de ces insecticides, en particulier sur les pollinisateurs? Alors, moi je serais tenté de dire beaucoup moins que ce qu'on avait avant. C'est-à-dire que les néonicotinoïdes, ça a été une révolution. On est passé d'insecticides, ce qu'on appelait de contact, c'est-à-dire en fait le produit est appliqué sur les cultures et ensuite les insectes qui viennent sur ces cultures, au contact du produit, vont être intoxiqués. Donc ça, c'était ce qu'on avait avant. Quand on est arrivé aux néonicotinoïdes, le produit est absorbé par la plante. Donc il est dans la plante, il n'est pas à l'extérieur. Ce qui fait qu'il n'y a que les insectes qui vont consommer la plante
qui vont être intoxiqués. C'est-à-dire tous les autres insectes autour sont très peu touchés par les activités. Donc ça fait moins de traces à long terme, c'est ça aussi? Et ça fait moins. Ça, surtout, on cible vraiment ceux qui vont consommer la plante, donc ceux qu'on vise en fait. Donc ça a été vraiment un très grand progrès. Un inconvénient, c'est qu'effectivement, c'est des produits très toxiques pour les pollinisateurs, enfin en tout cas les premiers néonicotinoïdes qui ont été lancés. Bon, ça s'améliore maintenant, mais les premiers néonicotinoïdes avaient une forte toxicité pour les pollinisateurs et en fait étaient transportés dans les fleurs, enfin une partie du produit passait dans les fleurs, était récupérée par les abeilles. Et donc voilà, ça a posé effectivement des problèmes. Qui avait été un peu tout à fait sous-estimé même au départ. Parce que encore une fois, on était tellement enthousiaste du passage de ces produits de contact qui étaient des grosses machines vraiment très généralistes à des produits très, très ciblés que le côté abeille a effectivement été peut-être un peu sous-estimé. Et s'ils sont au sein de la plante, quand on va consommer la plante, ça ne pose pas un souci pour... Alors non, tout ça c'est très très étudié. C'est très étudié, c'est-à-dire que les résidus, les quantités de résidus qu'on peut trouver dans les plantes et qui sont susceptibles d'être retrouvés dans les produits de consommation, ça c'est très étudié en termes de toxicité. Non, là vraiment en toxicologie humaine, on a fait énormément de progrès et c'est des produits qui, en fait, en toxicité humaine, ont une très faible toxicité. Ouais. D'accord. Mais là j'ai l'impression de vous écouter qu'on ne peut pas s'en passer. Et pourtant, on a des formes d'agriculture, comme l'agriculture biologique, qui nous disent, qui proposent des alternatives et des voies qui sont sans pesticides ou sans certains pesticides. Est-ce que sur la partie insectes, l'agriculture biologique est une bonne alternative? Alors, déjà dire que l'agriculture biologique est sans pesticides, c'est faux. C'est ce qu'effectivement tout le monde pense, mais c'est complètement faux. Dans la mesure où l'agriculture biologique est soumise aux mêmes agressions, ou pratiquement les mêmes agressions que l'agriculture traditionnelle. Donc elle a aussi besoin de se protéger. Si vous prenez un viticulteur, il y a une maladie sur la vigne qui s'appelle la flavescence, qui est une maladie qui fait dépérir les pieds de vigne. Cette flavescence est transmise par un petit insecte qui s'appelle la cicadelle. Et les agriculteurs en agriculture biologique sont obligés de se protéger comme les autres. Simplement, ils utilisent des produits d'origine naturelle par rapport à des produits de synthèse. Ils refusent le produit de synthèse, mais ils utilisent des produits d'origine naturelle. Ce qui fait qu'ils utilisent des pyrètres naturels. Donc c'est une poudre d'une fleur qui est insecticide, qui est séchée et qui est utilisée. Alors vous pourriez me dire, pourquoi tout le monde n'utilise pas ça? Ça serait aussi simple. D'abord, les pyrètres ont aussi leur toxicité, même si elles sont naturelles, elles ont quand même aussi une toxicité. Et puis ensuite, ces pyrètres, malheureusement, sont pas très stables à la lumière et aux UV, et donc leur durée d'action est très courte. Ce qui fait que la protection des vignes en bio est plutôt moins bonne que la protection des vignes conventionnelles. Donc il faut renouveler les traitements. C'est plus compliqué. Voilà. Plus compliqué. Ce que je comprends bien, donc ces insecticides naturels, ils laissent aussi des traces, ils posent aussi des problématiques liées aux traces qu'ils peuvent laisser ou à la toxicité pour l'être humain. Absolument. Vous avez des insecticides naturels qui sont très toxiques. On connaît un insecticide qui s'appelle l'huile de Neem, qui est un insecticide qui est utilisé depuis très longtemps, qui est en fait c'est une huile qui est extraite d'un arbre. Vous disiez dans votre livre que c'est un des insecticides les plus anciens qui était utilisé il y a 2000 ans en Inde. Voilà, c'est un arbre qui était utilisé en Inde pour la médecine humaine et notamment qui était utilisé comme contraceptif masculin. Ce qui fait que c'est un perturbateur endocrinien. Donc utiliser ce produit-là, qui est reconnu en agriculture biologique, ça pose aussi des questions. Donc vous voyez, croire que l'agriculture biologique c'est la panacée vers laquelle tout le monde devrait tendre, je pense que c'est une erreur. Pour l'instant, ça fonctionne pas si bien. Ils ont aussi leurs difficultés et ils ont aussi leurs problèmes parasitaires, comme les autres agriculteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer, alors peut-être qu'il y a des pistes d'innovation que vous pourriez détailler, mais imaginer un monde dans 50 ans où on n'aurait plus besoin d'utiliser d'insecticides parce qu'on aurait des alternatives? Quelles sont les pistes d'innovation qui sont aujourd'hui, qui s'offrent à nous
pour supprimer ce mal que je comprends nécessaire. Alors, en fait, moi j'ai tendance à changer un peu la question. C'est-à-dire qu'un monde sans insecticides, j'en sais rien. Peut-être qu'on y arrivera, mais j'en suis pas sûr. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des cultures pour lesquelles on peut se passer d'insecticides. On a des exemples en France déjà. Quand vous regardez les productions sous serre de tomates, de concombres, etc., la plupart du temps maintenant, elles sont ce qu'on dit en lutte biologique, c'est-à-dire qu'on va sous serre mettre des insectes dits auxiliaires qui vont venir consommer les ravageurs. Donc on arrive à limiter les populations de ravageurs par l'utilisation de ces insectes auxiliaires ou insectes utiles comme vous voulez. Donc on va lâcher des coccinelles, etc. Et ça se fait sous serre en France assez classiquement. Je pense que pratiquement toutes les serres maintenant sont en lutte biologique contre les insectes. Donc pour ces cultures-là, on sait faire. Ça, c'est parce qu'on restreint l'espace. Exactement. Et qu'on peut contrôler quelles sont les populations d'insectes qu'on a. On contrôle les températures, et puis les insectes qu'on lâche dans la serre, ils sortent pas de la serre. Si vous faites ça en plein champ, ça marche pas. Ou très rarement. Il y a un cas qui marche. Voilà. Alors, donc ça supposerait de tout couvrir. Donc vous voyez que ça marche pas. Et puis suivant les cultures, vous allez avoir des pressions d'insectes qui sont plus ou moins importantes. Donc dans certains cas, la lutte biologique, parce que la pression d'insectes n'est pas très forte, on va arriver à gérer à peu près nos populations de ravageurs. Et puis d'autres cas où les cultures sont extrêmement attaquées par des ravageurs, ou certains ravageurs qui transmettent des virus, parce que ça existe ça aussi, des ravageurs qui vont transmettre des virus aux cultures, là la lutte biologique est insuffisante. Donc dans ce cas-là, on complémente avec des insecticides. Et alors moi je suis un fan de ce qu'on appelle la lutte intégrée, la protection intégrée. C'est-à-dire que moi j'aime bien, enfin je sais pas si vous faites du bricolage, j'aime bien avoir toute une palette d'outils pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Et ben en agriculture je pense que c'est la même chose, on a besoin d'une palette d'outils. Dans cette palette d'outils vous avez les mesures physiques, vous avez tout ce qui est prophylaxie. C'est-à-dire la prophylaxie. Alors prophylaxie, c'est-à-dire vous allez essayer d'éviter ce que l'insecte vienne s'installer dans votre culture, etc. Vous allez essayer d'éviter de l'introduire. Vous allez prendre des mesures pour éviter. Une sorte de prévention. Voilà. Ensuite, les mesures physiques, il y a des agriculteurs, vous voyez quand vous passez dans les vergers, qui mettent des filets maintenant autour des pommiers pour empêcher les papillons de venir pondre sur les pommes. Donc voilà, c'est tout bête finalement. C'est tout bête, c'est coûteux en investissement, mais voilà, donc ce qu'on appelle les mesures physiques. Ensuite, on a les techniques de lutte biologique, qui sont dont je vous ai parlé, notamment sous serre, où on va lâcher des insectes auxiliaires de façon à contrôler les populations de ravageurs qui nous embêtent. Ça, c'est la coccinelle qui mange le puceron. Voilà, c'est la coccinelle qui mange le puceron, tout à fait. Alors ça, on sait le faire en serre. Dans certaines cultures, on y arrive à peu près, notamment en maïs, on commence à y arriver, mais c'est pas facile à gérer en plein champ. Et puis ensuite, vous avez, et là on y croit beaucoup, c'est toute la partie résistance variétale. C'est-à-dire avoir des plantes qui sont moins sensibles aux attaques d'insectes. Donc bon, ça c'est un travail avec les sélectionneurs. Voilà. Donc c'est un outil supplémentaire. Et puis le dernier outil, c'est la lutte chimique. Donc je pense que la palette de l'agriculteur, en tout cas dans les prochaines années, alors peut-être que ça changera d'ici 50 ans, mais la palette de l'agriculteur dans les 30 prochaines années, c'est d'avoir tous ces outils à disposition et de pouvoir intervenir avec un insecticide quand il y a besoin. Si jamais toutes les autres mesures n'ont pas permis de contrôler le ravageur, et ben d'avoir c'est un peu comme nous en médecine finalement. Quand pour éviter un rhume, vous allez commencer par mettre un manteau, et puis après une écharpe, à boire du jus d'orange, etc. Donc vous faites un peu de prophylaxie, des mesures préventives, etc. Et puis à un moment donné, ça y est, quand vous êtes malade, vous allez arriver jusqu'aux médicaments. Je pense qu'en agriculture, c'est pareil, c'est la même démarche. Vous parliez de la palette, et notamment de la sélection. Vous faites bien allusion aux nouvelles techniques de sélection variétale qui se développent et qui permettent d'essayer de faire évoluer très rapidement en fonction des besoins. C'est ça les caractéristiques de la plante, c'est ça ? Alors, moi je ne suis pas un sélectionneur, donc j'aurais du mal à en parler en expert, mais toutes les techniques qui permettent d'obtenir des variétés résistantes, ce que je dis pour les insectes, ça serait vrai certainement pour les maladies, sont les bienvenues, sous réserve qu'elles soient maîtrisées, qu'on ne prenne pas de risques, etc. Enfin voilà, il y a tout un tas de conditions derrière. Mais globalement, ça permet d'avoir un outil supplémentaire et on a des très bons résultats. Alors ça peut être
par de la sélection classique. On a une petite mouche. Ce qu'on fait depuis la nuit des temps, probablement. On fait depuis la nuit des temps. Ouais. On a une petite mouche qui pose des problèmes aux céréaliculteurs, qui vient pondre dans les épis. Dans les programmes de sélection classique, quelqu'un a trouvé un gène qui fait que cette mouche ne se développe pas. Donc c'est un gène qui a été découvert comme ça et qui est maintenant introduit pratiquement dans tous les programmes de sélection des blés français. Ensuite, les techniques les nouvelles techniques de génomique, etc., permettent d'avancer plus vite pour avoir des solutions résistantes. Et puis ensuite, je pense qu'il y a un pas qui est encore à franchir, que les sélectionneurs, pour l'instant, n'ont pas encore vraiment franchi concrètement, c'est la relation entre l'insecte ravageur et sa plante. C'est-à-dire que l'insecte, pour savoir qu'il peut consommer telle ou telle plante, il a besoin de reconnaître la plante. Il la reconnaît avec un système d'odeur, je dis odeur, des composés volatiles, on va dire, qui font qu'il sait qu'il est sur la bonne plante. C'est appétissant. Que c'est là-dessus qu'il va pouvoir se développer, ou que sa descendance va pouvoir se développer. Et pour ça, je pense qu'il y a maintenant des travaux qui doivent être menés pour avoir des plantes qui, en fait, vont perturber cette perception. Et si vous mettez un insecte qui est spécialiste du blé, vous lui mettez un blé qui va sentir l'ail, je prends, c'est peut-être farfelu ce que je raconte, mais c'est un peu l'idée. Ça sera très bien. Et en fait, l'insecte qui s'attaque au blé, il va dire mais non, ça sent l'ail. C'est la bonne vieille technique de nos grands-parents qui mélangeaient les carottes avec les oignons dans les jardins. Pour pas avoir, parce que la mouche de la carotte, quand elle sent l'oignon, elle dit c'est pas là qu'il faut que je m'installe. La mouche de l'oignon, quand elle sent la carotte, elle dit c'est pas là qu'il faut que je m'installe. Donc si vous mélangez les deux, vous avez moins d'attaques de mouches que le. Ce que vous expliquez dans votre livre, ce qui est fascinant, c'est que c'est une course contre la montre. C'est que la plante va par exemple développer soit par elle-même des moyens de protection ou parce qu'on va faire une sélection variétale, mais c'est potentiellement temporaire parce qu'on va avoir par pression sélective des insectes qui vont réussir à résister et donc réussir à attaquer. Et donc il faut à chaque fois trouver sans cesse des nouvelles parades et que c'est une course à l'armement. Je crois que c'est ça la situation. Oui, c'est tout à fait ça. C'est une course à l'armement. C'est vrai pour la sélection, c'est vrai pour la lutte chimique, puisque vous en parliez, les insectes contournent en fait toutes les substances les unes derrière les autres. Donc c'est une course sans fin. Je crains qu'à la fin les insectes gagnent, mais bon, c'est comme ça. On risque pas d'arriver à une situation un peu comme pour les antibiotiques où on n'a plus d'options ou... Alors, c'est là aussi qu'il faut avoir cette palette. C'est-à-dire que les antibiotiques, c'est pas bon si vous n'avez que ça. Et en agriculture, c'est pareil. L'idée de riposte graduée, un peu comme en santé, du coup. Voilà, tout à fait. D'avoir des systèmes de boîte à outils qui vous permettent, quand la lutte chimique est dépassée parce qu'il y a une résistance, c'est d'avoir de la résistance variétale ou d'avoir de la lutte biologique. Vous voyez, c'est cette idée d'avoir cette boîte à outils qui vous permettent d'avoir toujours une réponse, alors, plus ou moins satisfaisante, mais au moins on a toujours une réponse. Le pire, c'est ce qui est en train d'arriver en colza en ce moment. Les productions de colza en France sont attaquées par un petit insecte qui s'appelle l'altise. Cet insecte, il a développé des résistances aux substances que l'on avait pour les contrôler, et donc on n'a plus de solution, en tout cas dans certains secteurs de France. Et la seule alternative pour les producteurs, c'est d'arrêter le colza, ce qui est quand même dramatique. Donc si vous arrêtez le colza, vous n'avez plus les fleurs du printemps, donc vous voyez, on retombe, il n'y a plus de miel, moins de pollinisateurs, etc. Donc c'est vraiment, ça c'est vraiment la situation la pire, c'est l'agriculteur qui n'a pas de solution. Parce que là on peut faire n'importe quoi, y compris des choses complètement farfelues. Dans mon livre j'en parle un petit peu, ce que faisaient nos ancêtres, qui étaient désespérés parfois par certains ravageurs, et qui prenaient des solutions extrêmes, y compris, on a vu avec l'acide cyanhydrique ou avec des sulfures de carbone, qui étaient quand même des produits très dangereux. Les gens risquaient de s'intoxiquer ou de se faire sauter avec leurs produits. Donc c'était quand même... il fallait vraiment être désespéré pour en arriver là, quoi. Pardon, ce que vous dites, c'est inquiétant, parce qu'on voit qu'il y a cette course, exactement comme pour les antibiotiques, avec des résistances,
pour lesquels on n'a pas de solution. Et alors, pourtant, on est obligé. La course, elle n'a pas été faite gratuitement, elle a été faite parce qu'on avait ces problèmes. Donc effectivement, est-ce qu'il faut désespérer? Est-ce que c'est quelque chose qui menace dans plus d'un exemple que le colza? C'est quand même assez inquiétant comme constat. Alors, moi, je crois beaucoup à l'homme et à son génie. Donc, je pense qu'on trouvera des solutions, on trouvera des parades. En tout cas, je l'espère. Mais c'est vrai qu'il y a des cultures pour lesquelles, quand vous avez pas de solution, vous arrêtez la culture. Donc, c'est ce qui est en train d'arriver je vous parlais des cerises avec la fameuse mouche Suzuki. Voilà, donc c'est des agriculteurs qui arrêtent. Et ça, c'est quand même dommage. Donc, avant d'en arriver là, il faut essayer d'avoir une palette suffisamment large. Le grand problème qu'on a maintenant, c'est qu'avec les restrictions, les nouvelles réglementations, etc., qui sont justifiées, je ne les remets pas en cause, mais on n'a pratiquement plus d'insecticides disponibles en France. Donc c'est comme si vous n'aviez plus d'antibiotiques. Donc, et ça, on arrive à des goulots d'étranglement, on arrive à des impasses techniques pour les agriculteurs. Je ne sais pas comment on va faire. C'est-à-dire que la disparition des produits est plus rapide que la découverte de nouvelles solutions. Est-ce qu'il va y avoir un stade où il va falloir faire des arbitrages entre un risque zéro et... Alors, oui, le risque zéro, il n'existe pas. Mais bon, ce qui est clair, c'est qu'il y a ce qu'on voit actuellement, comment ça se passe, c'est la mise en place de ce qu'on appelle des dérogations, c'est-à-dire qu'on va donner, c'est ce qui s'est passé pour la betterave, avec les néonicotinoïdes. Les néonicotinoïdes étaient interdits depuis 2018, et puis ça a été la catastrophe sur la betterave, on a perdu 30% de la récolte. Donc le ministre a fini par dire bon, ok, sur betterave, on autorise par dérogation les néonicotinoïdes parce que betterave c'est pas une culture mellifère, etc. Voilà. Ce que je crains, c'est qu'on ne fonctionne plus que par dérogation. Et ça, c'est pas un très bon système. Enfin, c'est pas durable, quoi. C'est vraiment du coup par coup. Donc, quelle est l'alternative entre les excès du tout chimique et une réglementation trop restrictif qui crée des impasses techniques pour les agriculteurs? Comment mieux concilier les aspirations justement de se dire les insecticides sont un mal nécessaire, il faut à terme essayer de les retirer le plus possible et ne pas mettre les agriculteurs dans une impasse technique? Alors en fait c'est là qu'on revient sur cette notion de protection intégrée, c'est-à-dire il faut avoir cette palette d'outils. Je vais vous prendre l'exemple du Carpocaps qu'on a connu dans les années 90. Carpocaps, c'est un ver qui se développe dans les pommes, donc qui fait pourrir les pommes. Enfin, tous les jardiniers connaissent ça. Et donc, pour les producteurs, c'est un ravageur. Il faut absolument le contrôler, quoi. Dans les années 90, ce Carpocaps avait développé des résistances à pratiquement toutes les familles chimiques que l'on avait à disposition. Il se trouve que, simultanément, un certain nombre de grandes entreprises ont mis au point des techniques de confusion sexuelle. C'est-à-dire, on diffuse une phéromone sexuelle dans l'environnement du verger qui fait que les mâles de ce papillon, du Carpocaps, ont du mal à trouver les femelles. Donc, s'ils ne trouvent pas les femelles, il n'y a pas d'accouplement, et donc il n'y a pas de chenilles pour venir manger l'intérieur des pommes. Et donc... en fait, cette innovation, elle est bien tombée. Elle est tombée au moment où la lutte chimique devenait insuffisante et elle a pris le relais. Et je crois que, bon, alors je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais c'est plus de 50% maintenant des vergers en France qui sont en confusion sexuelle. Donc vous voyez, on a besoin de cette recherche, on a besoin de cette innovation permanente pour anticiper soit la disparition de substances actives, soit des arrivées de nouveaux ravageurs, puisqu'il y a aussi ces questions-là. Et est-ce que sur cette recherche et ces innovations, justement, la France et l'Europe, de manière plus générale, sont toujours des leaders, sont toujours en pôle position dans la course à l'innovation et à la connaissance scientifique dans le monde? Ou est-ce que là-dessus, comme sur la sélection variétale et sur les biotechnologies, on l'a vu lors de notre précédent échange avec Catherine Regnault-Roger, on a complètement délaisser toute une filière
industriel qui est parti se délocaliser parce qu'on avait des réglementations inadaptées. Est-ce que c'est des choses qu'on observe aussi sur la question de la protection phytosanitaire? Alors oui, clairement, oui, très clairement. On a perdu beaucoup le leadership européen qui avait lieu dans les années 50, grosso modo 60. L'Europe était très en pointe sur toutes ces techniques de protection des cultures, y compris pas uniquement sur la découverte de nouvelles solutions, mais aussi sur la façon de les employer. On était vraiment en pointe. Maintenant, j'aurais tendance à dire que les problèmes de ravageurs, ils se travaillent au niveau mondial. Parce que, si je vous ai pris le Carpocaps des pommes, on le trouve aux États-Unis, on le trouve en Asie, on le trouve. Donc voilà. Et en fait, les chercheurs, ils cherchent au niveau mondial. Si on cherche une solution, on va essayer de la trouver un peu partout dans le monde. Là, en ce moment, l'INRA est en train d'introduire un parasite de ce ver de la pomme, un parasite qui vient d'Asie. Donc, vous voyez, et je serais tenté de dire que vraiment la recherche, elle est mondiale. Il ne faut pas croire que la France, elle toute seule, va développer des technologies. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le côté industriel, oui, ça c'est vrai, la désindustrialisation de la France, peut-être de l'Europe d'ailleurs, c'est quand même quelque chose de spectaculaire. On n'a plus aucune production de matière active insecticides en Europe. Donc, qui sont les leaders aujourd'hui? À qui est en train de laisser le... Chine beaucoup est en train de prendre le leadership. Les États-Unis, le Brésil, voilà, ces grands pays, oui, ont pris le leadership sur la synthèse, en tout cas, de matière active. L'Inde aussi est en train de prendre aussi un rôle majeur. Donc voilà. Alors, on parlait des insectifuges, enfin de ces phéromones. Et il y a des sociétés en France qui se développent pour mettre au point des phéromones et pour les faire passer en production industrielle. Et ça, j'espère que ça va se développer. Parce que là, il y a une voie de développement, une voie de recherche, une voie d'innovation qui me semble majeure, en tout cas dans la lutte contre les insectes. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon livre Insecticides, insectifuges, parce que je pense qu'on va basculer de cette idée de destruction des insectes avec les insecticides à une idée d'insectifuge, c'est-à-dire de repousser les insectes, d'empêcher qu'ils viennent faire les dégâts sur la culture que l'on veut protéger. Alors on commence à avoir quelques questions de nos téléspectateurs et notamment une concernant la permaculture. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très à la mode aujourd'hui. Alors peut-être nous rappeler ce que c'est pour ceux qui ne savent pas forcément et ce que vous en pensez. Alors en fait je ne vais pas vous répondre parce que je ne connais rien du tout en permaculture et en fait c'est un sujet on me pose beaucoup la question. Je m'occupe du fonds documentaire à l'Académie. On me pose beaucoup la question sur la permaculture et j'avoue que je ne me suis pas encore fait une idée sur cette technique. Ce sera la suite au prochain épisode sur la permaculture. Donc désolé. D'accord. Peut-être une question pour prendre un peu plus de recul et un peu moins technique. Aujourd'hui, ce que vous décrivez de manière très intéressante dans votre livre, c'est qu'on a progressivement remplacé des solutions toxiques par des solutions moins toxiques, et même si rien n'est parfait, et même s'il y a encore plein de progrès à faire, on est dans une situation où les impacts négatifs sont probablement plus faibles que ceux que l'on connaissait il y a 50 ans ou 60 ans. Et pourtant, le rejet dans l'opinion publique de la chimie en général, de l'agrochimie, est toujours plus vif, toujours plus important. Qu'est-ce qui explique ce paradoxe? Pourquoi les insecticides deviennent de plus en plus inacceptables à mesure qu'ils deviennent de moins en moins toxiques? Oui, ça c'est une bonne question. Enfin, je l'avais lu, vous me l'aviez envoyé, et effectivement ça fait réfléchir. On se dit pourquoi la perception est si négative et devient de plus en plus négative, effectivement. Alors d'abord il y a eu quand même un certain nombre de scandales, on va dire. Le DDT, vous en avez parlé, c'est vrai qu'au bout d'un moment on s'est aperçu qu'il y a des choses qu'on n'avait pas prévues, qui n'ont pas été prévues avec le DDT. Qui étaient dramatiques sur les populations d'oiseaux notamment. Après, il y a l'histoire de la chlordécone aux Antilles qui quand même pose un vrai problème. La chlordécone dont on savait depuis très longtemps qu'elle était quand même très nocive et qu'elle était très persistante dans l'environnement.
qui a quand même malgré tout été utilisé dans les bananeraies aux Antilles pendant très longtemps, alors que tout le reste du monde l'avait abandonné pratiquement. Qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi on a... Alors ça, des questions d'intérêts locaux, voilà. Donc je ne connais pas le détail des discussions, mais c'est vrai que c'est ce genre de scandale qui nuit et qui a donné finalement une image très négative. Alors que globalement, j'ai tendance à penser que la protection des cultures a fait des progrès comme toutes les autres technologies que l'on a autour de nous. On fait des progrès, on améliore, il y a des erreurs bien sûr, et on rectifie le tir, etc. Donc je pense que on va plutôt toujours dans le bon sens. Maintenant, le prochain bon sens, c'est ça, c'est une question de communication, c'est une question de connaissance. Ça nécessitera certainement beaucoup de connaissances en termes de biologie des insectes, de relations des insectes avec les plantes sur lesquelles ils se développent, etc. Donc ça nécessite de la science. Tout comme les technologies d'application des phéromones, par exemple, ou d'autres substances, ça va nécessiter de la science. Mais il y a une voie d'avenir extraordinaire et qui permettrait de sortir, me semble-t-il, par le haut de cette lutte entre l'homme et les insectes, nuisibles en tout cas. Voilà, donc c'est cette idée de répulsivité plutôt que de destruction. Il y a justement des exemples que vous avez pris, un doute légitime qui peut arriver dans l'idée de tous les consommateurs, de tous les citoyens. Si hier on a laissé des trucs qui finalement étaient nocifs, est-ce qu'aujourd'hui il n'y aurait pas encore des choses qu'on autorise et qui ont des effets nocifs qu'on veut soit pas montrer, soit qu'on ne connaît pas d'ailleurs, que la science n'a pas réussi à établir. C'est difficile de dire qu'une telle pensée n'est pas légitime. Oui. Non, c'est tout à fait légitime. Hein. Je pense qu'il y a des remèdes que l'on a utilisés dans le passé, qu'on n'utiliserait plus aujourd'hui. Il y a des technologies. Même pour la femme enceinte, des choses on s'est aperçu exactement. Trop tard. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a les contrôles, qu'avant de mettre sur le marché, je sais pas, quelque chose de synthèse nouveau, est-ce que on a progressé sur la vérification ex ante des effets, ou est-ce que les risques sont toujours très grands? Alors non, on a quand même beaucoup progressé. Je veux dire, les risques, ne serait-ce que de toxicité humaine, c'est extrêmement contrôlé. Peut-être qu'on va découvrir d'autres choses dans le futur, mais au vu des connaissances que l'on a actuellement, les aspects toxicité humaine sont quand même extrêmement contrôlés. On peut globalement avoir confiance dans ce qui sort et dans les risques pour la consommation humaine en tout cas. Sur l'environnement, c'est toujours plus compliqué parce que l'environnement c'est extrêmement complexe, on ne connaît pas tout, loin de là. Et donc, ce que l'on fait, c'est qu'on a des contrôles par rapport à l'état de nos connaissances. Donc moi je vois sur les abeilles, j'ai beaucoup participé à des travaux sur les abeilles, toxicité sur les abeilles, entre les essais qui se faisaient il y a 40 ans quand j'ai commencé à travailler et les essais qu'on fait maintenant, il y a eu un progrès considérable. On va beaucoup plus loin dans le détail de la biologie des insectes, des abeilles, leur développement, leur fertilité, etc. Enfin, on a énormément plus d'informations. Je ne dis pas que c'est parfait, mais voilà, c'est l'état de la science. Et puis après, il faut avoir des méthodologies pour tester tout ça. C'est-à-dire il faut avoir des protocoles, il faut savoir faire, il faut avoir des élevages. Donc il y a certains animaux, on nous dit oui, mais vous n'avez pas étudié sur telle bestiole ou sur telle... Ben oui, mais on ne sait pas l'élever. Donc comment on fait pour l'étudier? Alors, on le fait en plein champ, etc. On a beaucoup d'études aussi maintenant sur le terrain. Alors ça peut être imparfait parce que le terrain vous maîtrisez pas tout, vous maîtrisez pas le climat. On peut vous dire bah oui mais vous l'avez étudié une année pluvieuse, mais qu'est-ce qui se passe une année chaude? Vous voyez, donc c'est très complexe. Les masses d'études qui sont faites sont quand même colossales dans les entreprises. Avant de lancer un nouveau produit, il y a quand même 10-12 ans d'études. Sur un insecticide, c'est 12 ans d'études pratiquement. Parler de 250-300 millions d'euros pour mettre sur le marché. C'est ça, c'est ça. Et donc c'est pour ça que je reviens à la question du rôle de la France. C'est clair que quand vous développez une molécule à 250 millions ou 300 millions d'euros, ça se fait au niveau mondial, ça se fait pas. Même au niveau européen, ça suffirait plus maintenant, je crois. Alors on a plein de questions par
des auditeurs qui sont passionnés, parce que ce sujet est passionnant. Alors par exemple, il y en a une là sur le traitement des eaux. Est-ce que ça a évolué pour traiter les résidus insecticides? Est-ce qu'on d'ailleurs on en sait plus sur ces résidus, comment ils sont regardés? Ça fait l'actualité récemment. Voilà, ça fait allusion, ils font allusion, hein, effectivement la question fait allusion à certaines régions où l'eau du robinet aurait été considérée comme ayant plus de résidus qu'on ne le pensait par exemple. Avec un herbicide, en Bretagne, si je ne me trompe pas. Hein. Non, c'était dans les Hauts-de-France. Ah non, dans les Hauts-de-France. Ouais. Oui. J'ai accusé les Bretons. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la réglementation a changé il n'y a pas très longtemps. Jusqu'à présent, on étudiait surtout dans les eaux la matière active principale. C'était les matières actives, le niveau de matière active dans les eaux ne devait pas dépasser 0,1 microgramme par litre. Donc la matière active, c'est la molécule. C'est la molécule active. Ouais. Cette matière active, quand elle est dans l'environnement, elle peut se dégrader et donner des métabolites. Certains métabolites sont complètement anodins, ça peut être du CO2, enfin ça peut être des choses tout à fait anodines. Et puis d'autres métabolites sont dits pertinents, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une action biologique. Donc les métabolites rentrent maintenant aussi dans cette quantification des substances présentes dans l'eau. Donc l'important, c'est qu'effectivement, l'ensemble de la matière active plus les métabolites ne doit plus dépasser 0,1 microgramme par litre. Et ça, c'est tout à fait récent. Ça veut dire que les exigences sont plus fortes, c'est les ça? exigences sont beaucoup plus fortes. Donc ce qui est paru normal avant devient aujourd'hui normal. C'est ça, alors voilà. Et donc ce qui était entre guillemets légal autrefois ne l'est plus. Parce que la réglementation est devenue beaucoup plus exigeante. Parce qu'on a intégré l'ensemble des métabolites et voilà. Et donc en fait, alors je suis pas spécialiste du produit en question, mais si je me trompe pas, c'est un herbicide pour la betterave dont les métabolites effectivement sont il y a des teneurs, enfin dans certains secteurs, qui ont dépassé ce fameux 0,1 microgramme par litre. Mais il faut savoir que cette norme de 0,1 microgramme par litre, c'est une norme extrêmement exigeante, qui n'est pas forcément complètement en relation avec la toxicité du produit. C'est-à-dire, c'est comme en voiture, on vous dit c'est 130 km/h, que vous ayez une voiture très sophistiquée ou une vieille guimbarde, tout le monde c'est 130. Voilà, même si vous avez des bons freins, c'est 130. Si vous avez des mauvais freins, c'est 130 pareil, sur l'autoroute. Et donc là, c'est pareil, c'est 0,1 microgramme par litre pour la molécule et ses métabolites, ou 0,5 microgramme par litre pour l'ensemble des pesticides. Donc ça, c'est une norme très exigeante que l'on a en Europe, qui n'ont pas aux États-Unis, par exemple. Parce qu'aux États-Unis, eux, ils donnent leurs normes de teneur dans l'eau en fonction de la toxicité du produit. Alors, chaque produit, suivant sa toxicité, va avoir droit à des normes différentes. Et du coup, faut-il arrêter de boire l'eau du robinet Moi, je crois pas. Je crois qu'elle est très surveillée. Enfin, je pense qu'en France, on a quand même ce système qui est quand même très sûr. Alors j'ai vu quand même que par précaution ils avaient interdit dans certains villages. Voilà. Donc ça va exiger des adaptations des pratiques agricoles potentiellement pour... Oui, ou de revoir certains produits qui vont dès l'instant où les normes sont dépassées trop systématiquement. Mais ça prouve aussi que le système français fonctionne bien. C'est-à-dire que il y a des dépassements, c'est regrettable, mais ça veut dire qu'il y a un monitoring qui est permanent. En permanence, la qualité de l'eau est contrôlée. En permanence, on vous dit attention, là, vous avez dépassé. Donc, soit il faut revoir les pratiques agricoles si c'est le cas, mais aussi on protège les populations. Donc, je trouve que le système globalement est plutôt très efficace. Il a tendance à surprotéger, ce qui est très bien. Enfin, je veux dire, il y a une sécurité, il y a une marge de sécurité pour les consommateurs. Et donc voilà, je crois qu'il faut être assez optimiste. Vous faisiez allusion aux cerises, mais alors si je ne me trompe pas, justement, nous on s'interdit certains produits, du coup on n'en produit plus. Donc les cerises qu'on va consommer, qu'on va avoir devant le consommateur, sont des cerises importées qui n'ont pas les mêmes exigences. Donc il y a un côté très très paradoxal finalement à s'imposer des choses qu'on préfère faire venir de l'extérieur mais qu'on s'interdit chez nous. Voilà. Donc ça c'est aussi une autre grande question. Ouais. C'est bien de l'avoir posé parce que il y a eu ce débat sur un insecticide qui s'appelle le diméthoate qui a été interdit en Europe. Oui. Donc c'est un vieux produit des années 1950 organophosphoré qui était utilisé contre cette mouche de la cerise justement. Et donc le diméthoate a été interdit en Europe.
d'abord, je crois qu'il a été d'abord interdit en France, si je me rappelle bien, et puis après en Europe. Et donc il y a eu pendant un moment des cerises qui arrivaient d'Espagne, qui étaient traitées au diméthoate, que nous on ne s'autorisait plus. Donc ça crée une distorsion de concurrence, donc qui est quand même dommageable pour nos producteurs. Et puis après c'est venu de Turquie. Turquie étant hors Europe, on avait des cerises qui arrivaient de Turquie, protégées contre cette mouche par le diméthoate. Et donc bon, petit à petit ça se régule, mais c'est vrai que ça pose des situations de concurrence qui sont très difficiles à vivre pour les producteurs français. Alors, il y a plein de questions, malheureusement, il ne nous reste que 3 minutes, mais une question sur peut-être, je ne sais pas si vous pourrez répondre, sur le maïs BT, est-ce qu'il est toujours autorisé? Pourquoi aucun pays ne le cultive? La question, c'est aussi, quel espoir avez-vous que la directive 2001-18 évolue en 2023? C'est très précis et technique. Il y a peut-être plusieurs questions dans la question. D'ailleurs, voyez-vous des NBT insecticides qui pourraient arriver sur le marché? Alors, moi le maïs BT... ça c'est vraiment un flop terrible. C'est un maïs qui est utilisé par les Espagnols depuis 1998 si je ne me trompe pas. Donc l'Espagne, personne ne s'interdit d'aller en Espagne parce qu'ils cultivent du maïs BT. Oui, peut-être qu'on explique ce qu'est le maïs BT. Ah oui, pardon. Oui. Alors maïs BT, on a introduit, il y a une bactérie qui s'appelle le Bacillus thuringiensis, qu'on abrévie en BT. Cette bactérie, quand elle est ingérée par certains insectes, elle va créer une septicémie à l'intérieur du corps de l'insecte, il va en mourir. Donc le gène de cette bactérie, qui produit cette toxine qui intoxique l'insecte, a été introduit dans le maïs. Donc le maïs produit sa propre toxine contre les insectes qui risquent contre les humains qui les mangent. Pas contre les humains qui les mangent. D'accord. Et donc ce maïs BT a été autorisé un petit moment, en tout cas en essai en Europe. Il est autorisé dans beaucoup de pays du monde maintenant. Bon, il y a des cultures BT d'ailleurs, il n'y a pas que le maïs, mais il y a beaucoup de cultures BT. Et il a été autorisé en Espagne. Il est utilisé, donc je vous dis, en Espagne et au Portugal depuis, je crois que c'est 28 ans. Enfin, 98. Ça doit faire dans 24 ans, pardon. 24 ans. Et depuis cette époque-là, les Espagnols ne traitent plus leur maïs. Je veux dire, ils n'ont plus de problème d'insectes. Et je trouve ça, c'est dommage que d'autre côté des Pyrénées, on ait cette technologie qui fonctionne et que nous, on ne l'autorise pas en France. Nous, elle n'est pas autorisée, d'accord. Non, voilà. Donc ça, c'est regrettable. Et pourquoi on ne sait pas? On ne sait pas. C'est des questions très dogmatiques d'opinion publique et contre les OGM, puisque c'est un OGM. Ah, voilà, c'est ça. Donc anti-OGM. Et donc en France, on n'y arrive pas. Bon, et dans le reste de l'Europe non plus d'ailleurs. Il y a eu quelques pays, je crois que la Roumanie peut-être, enfin quelques pays de l'Est qui l'ont utilisé. Mais actuellement, c'est surtout l'Espagne et le Portugal qui l'utilisent, plus tout un tas d'autres pays dans le monde. Et cette technologie BT, elle est vraiment très très intéressante. Et alors la suite de la question, c'est voyez-vous des NBT, donc des New Breeding Technologies, donc des nouvelles techniques de sélection variétale, je sais pas en bon français, insecticides ou insectifuges d'ailleurs, j'imagine, qui pourraient arriver sur le marché? Est-ce qu'il y a des choses qui se préparent? Alors moi j'adorerais, parce que je pense que les NBT c'est surtout un outil plus performant de sélection. Enfin, je ne suis pas encore une fois un spécialiste de la sélection végétale, mais on a par exemple des études, enfin moi je trouve passionnantes, les pucerons. Quand vous titillez une colonie de pucerons, ils émettent une phéromone d'alerte pour dire à leurs congénères, il y a quelque chose qui m'embête, il vaut mieux s'en aller. Et les pucerons se laissent tomber quand vous faites ça. Donc cette phéromone, il se trouve qu'il y a une tomate sauvage qui vient d'Amérique latine qui produit cette phéromone d'alerte naturellement. Donc elle a un gène de production de cette phéromone. Et le transfert de ce gène, bon, c'est déjà fait sur l'Arabidopsis. Donc on sait le transférer et on sait le transférer au blé. Et je trouve que ça serait génial d'avoir des plantes qui en fait produisent cette phéromone d'alerte. Et lorsque le puceron vient s'installer, le puceron est effrayé, il a un signal d'alerte. On ne va même pas le tuer, on va lui dire. Voilà, on lui dit va ailleurs, c'est pas la peine. Et je trouve ça génial. Alors j'espère que les NBT vont développer ce genre de technologie. Et j'espère que les sélectionneurs vont se mettre sur ces créneaux-là, oui. En tout cas, une note d'espoir. Alors, c'est enthousiasmant. Il est très enthousiasmant. Le temps est passé très vite. On a vu plein de sujets. On a vu qu'il y avait des problèmes qu'il faut évidemment
affronter et puis des solutions. Donc voilà, il faudra qu'on revienne pour en parler. En tout cas, pour ceux qui veulent en savoir plus, évidemment, reportez-vous au livre. Et il me reste à vous remercier, d'avoir répondu à notre invitation. Merci encore Laurent d'être venu et un prochain numéro sur ces questions agricoles qui sont toujours aussi passionnantes. Merci beaucoup. Merci à tous et à bientôt.